Et donc l'accouchement, la sage-femme arrive et elle me dit, je suis désolée. Ben pourquoi êtes-vous désolée? Mais parce que en fait, vous êtes ouverte à 10. Ok. 2 heures avant, j'étais ouverte à 2. Ok. Du coup, elle me dit, c'est pour ça que vous aviez aussi mal et donc, en fait, elle s'excuse. Elle me dit, j'aurais dû vérifier avant. Bon, bah voilà, la péri vous a soulagé, mais normalement. Ouais. Voilà. On n'aurait pas dû la poser, quoi. Ok. Elle me dit, écoutez, comme la poche des os ne sait pas, Non plus. Voilà. Du coup, je vais la percer moi et vous m'appelez dès que ça pousse. Elle la perce. Elle se lève. Je fais, ça pousse! Mais vraiment, hein. Elle me dit, ok. On y va. Elle appelle tout le monde. Et puis, bah, Emma arrive assez rapidement. Ouais. Je pousse assez facilement. Je pousse un peu trop fort. Je suis déchirée en même temps. La petite, elle arrive comme ça. D'accord. Le poing à côté de la tête. Le poing à côté de la tête. Ok. Donc, du coup, et elle du saute en même temps. Enfin, ça s'est fait tellement vite qu'en fait, mon mari, il l'a vu faire et la sage-femme, elle l'a rattrapé en plein vol. Bon, voilà. Du coup, là, libération. Ouais. Et moi, je me dis, c'est bon. Elle est là. C'est fini. Enfin, c'est fini dans le sens où Oui. tous les tracas, c'est terminé. Je suis libérée. On va vivre notre vie à 3. Mais vraiment, je me dis tout ça. Hein. Enfin, et je pleure d'émotion. On me la met tout de suite en peau à peau. Enfin, mais quand je l'ai en peau à peau, je trouve qu'elle respire bizarrement. Ok. Elle a une espèce de fait des. Enfin, c'est pas très, pas très naturel. C'est pas naturel. Ouais. Alors à la main, toujours à côté de sa tête là, en mode Superman. Et puis je lui parle. Et là, la sage-femme ou l'auxiliaire de puère, elle me dit, je suis désolée, c'est un peu rapide, mais il faut que je la prenne. Ok. Moi, je pense que c'est normal. Mhm. Je suis dans l'émotion, voilà. T'atterris gentiment en fait. Complètement. Ouais. J'ai encore les pattes en l'air quand même. Oui, quand même. Ouais. Du coup, elle prend Emma. Et puis là, d'un coup, il y en a une qui dit, appelle pédiatre. Donc toi, tu entends en fait J'entends appel pédiatre. appel pédiatre. Le pédiatre de garde. Ok. J'ai travaillé à l'hôpital. Ouais. Donc je commence à me dire et je leur dis bah il y a un problème. On doit vérifier quelque chose. Ok. Si vous voulez, monsieur, vous pouvez vous approcher, vous pouvez la prendre, la regarder, allez-y, monsieur. Donc voilà, ils invitent quand même mon mari à être là, à la regarder, je me rappelle plus s'il l'a pris dans les bras à ce moment-là, je suis même pas sûre. J'ai un doute. Le pédiatre arrive et il pose une question à la sage-femme, il dit elle respirait comme ça quand elle est sortie, elle lui dit oui. OK. Il sort de la pièce, il me dit madame, faut qu'on la nettoie un petit peu, on est dans la pièce d'à côté, vous inquiétez pas, monsieur est avec nous, comme ça vous inquiétez pas, il est présent. Il est présent. OK. Mon mari est là, moi je fais confiance. Donc on vient me recoudre pendant ce temps-là. Oui, mais oui. Ah. Et puis là le pédiatre arrive et j'ai toujours les pattes en l'air. Et il vient me parler. Donc je trouve ça un peu moyen quand même parce qu'il y a un peu toute mon intimité qui est là. Et là il me dit écoutez madame votre fille on a besoin de faire des examens supplémentaires. Elle a un faciès de trisomique. D'accord. Il me le balance comme ça. On a couché. Et je la regarde et je lui dis c'est pas possible. Je lui dis elle peut avoir la tête que vous voulez, c'est pas possible. J'ai fait une amniosynthèse quand j'étais enceinte, elle est pas trisomique. Ouais mais il faut que je vérifie. Je dis vous avez qu'à appeler Paris surtout. Je lui dis ma fille n'est pas trisomique, j'en suis sûre et certaine. D'accord, mais c'est peut-être autre chose. OK. Et il me dit dans tous les cas, votre fille respire pas bien, ce sont des choses qui peuvent arriver. Pas d'inquiétude. Il vient de me dire qu'elle était trisomique, alors pas d'inquiétude. Ouais, c'est un petit peu c'est très maladroit. Maladroit quand même. Hein. Et du coup, il me dit on va l'emmener en réa. Ok. Mais c'est qu'une question d'heure. Souvent, il y a des bébés quand ils naissent, ils ont du mal à s'adapter à l'environnement ambiant parce que c'est pas la même manière de respirer in utero et à l'air ambiant. Du coup, vous inquiétez pas, c'est qu'une question d'heure. Oui, je suis sûre que d'ici ce soir, elle est avec vous. Moi, je fais confiance. Bien sûr. Je connais cet hôpital et c'est aussi pour ça qu'on est dans cet hôpital parce que c'est il y a de la réa. Oui. On est sur une matière de niveau 3. Donc la réa est là, il y a la néonate, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour pas de transfert nécessaire. Voilà. Ouais. Donc j'ai confiance. OK. Donc ils partent et puis mon mari dit moi je vais où? Bah, restez avec votre femme et puis dès que vous serez remonté en chambre, vous pourrez descendre en réa. Là on va l'installer dans sa chambre en réa, on va faire les premiers soins et puis ne vous inquiétez pas, d'ici
2-3 heures, vous pourrez venir la voir. Ok. Elle part en couveuse. Alors, ils me font quand même, je peux lui dire au revoir quand même, ils me la montrent. Oui. Elle est en couveuse. Alors, donc, je lui parle, je dis coucou mon bébé, à tout à l'heure, ça va bien se passer, je viens te voir très vite. Je vais dormir un peu, papa aussi, toi aussi, et après on se retrouve et on se fera plein de câlins. Ok. Elle part. On m'emmène en mater. Voilà, la mater est blindée. Oui, toutes les chambres sont prises. Oui, c'est ce que tu disais. Ouais. Il y avait beaucoup de déclenchements. Donc. Par chance, je suis dans une chambre seule. C'est la dernière qui reste. Et quand j'arrive, on me dit, votre bébé est pas là. Je viens d'apprendre qu'elle était partie en réa. Et là, l'infirmière, hyper mal à l'aise, se rend compte que les collègues n'ont pas enlevé le berceau de la chambre. Et là, elle me dit, attendez, madame, rentrez pas dans la chambre. Et là, je la vois, mais je l'ai vue, quoi. Oui, tu as vu. Elle est passée devant moi. Donc, elle enlève le berceau de la chambre. Elle me dit, je suis désolée. Je lui dis, écoutez, c'est pas grave. Enfin, je peux comprendre, vous êtes dans le jus. La communication, je sais ce que c'est. Bon, allez. Je me dis, passons. On rentre. Je dors. Mon mari dort. On se réveille, il est midi. Et là, mais je me réveille en sursaut, mais paniquée. Je lui dis, Emma. Et il me fait, oui. Je lui dis, vas-y. Attends, non, vas-y. Ok. Et là, il sent l'urgence. Moi, je peux pas bouger. J'ai pas l'autorisation de me lever. Donc, du coup, je lui dis, il y a que toi qui peux y aller là. Il dit, ok. Et je lui dis, parce que, le projet, je l'ai pas dit, je voulais allaiter. Oui. Donc, je voulais absolument qu'elle ait le colostrum. Oui. Et ça, dès l'accouchement, dès qu'elle sort, je le dis, mais je voudrais lui donner le colostrum. Quand est-ce que je le fais? Vous inquiétez pas, vous avez 4 heures pour lui donner, ou je sais plus quoi. Et là, du coup, je pense, il est midi. Et je lui dis, mon Dieu, il est 4 heures. Et je lui dis, descends. Va chercher quelqu'un, il me faut un tire-lait. Et moi, vraiment, je suis... Oui, du coup, tu t'étais préparée à, vraiment aller jusqu'au bout de ta démarche. J'avais lu des bouquins, donc j'étais au courant, les tire-laits, les trucs, les machins, le colostrum, le nombre d'heures, et du coup, je suis vraiment dedans. Et en fait, je me réveille, ça y est, je suis en mode maman. J'ai accouché, je suis maman, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle ait mon lait, il faut qu'elle voie quelqu'un, il faut qu'elle voie un de ses parents, machin, comment elle va. Donc, mon mari court dans la mater, il me trouve une auxiliaire de puère qui me ramène en catastrophe un tire-lait. Je tire mon lait. Mon mari descend en réa. Il remonte, il récupère le lait, il ramène le lait. Ouf, elle a eu le colostrum. Et l'extrémiste. Juste attends. Ce que je ne sais pas, ça je l'apprends après, c'est qu'elle l'a eu par sonde. D'accord. Parce qu'en fait, Emma ne peut pas, n'a pas la force de déglutir. Ok. Elle est trop faible. Donc du coup, ils la nourrissent par sonde alimentaire. Ok. Donc là, on me propose de tirer mon lait. On m'explique que pour l'instant, vu qu'on n'est pas ensemble, ça va être trop compliqué d'allaiter, donc il faut que je tire mon lait. Donc, ok. Je tire mon lait, on me prête un tire-lait de l'hôpital. On m'explique vaguement comment on fait. On me fait pas les bons réglages. Donc au bout de 2 tirages de lait, j'ai les seins en sang. Ah, commence bien. Là, je me dis l'allaitement, elle a mal barré. Et mon mari est descendu en réa et là il me dit, écoute, apparemment ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Mais ils m'ont pas dit exactement ce qui se passait. Ils ont dit 1 jour ou 2. D'accord. Il m'a dit elle est sous oxygène. Et lui, je sens il est pas bien. Moi, je la vois pas encore. Et je lui dis, écoute, oxygène, j'en ai déjà vu des tas, des bébés. Ça paraît normal au vu de ce qu'il a dit. Moi, ça me choque pas. Elle est née un peu tôt finalement, même si elle est pas préma. Voilà. Tu restes plutôt confiante. Pour l'instant, mais parce que je la vois pas. Moi, j'ai pas l'image. Je suis dans l'euphorie du truc, je viens d'accoucher. Il est midi. J'appelle ma mère. Je l'appelle maman. Explosion de joie, machin et tout. Et puis je lui dis, attends. Et donc je lui explique qu'elle est en réa et tout. Alors ma mère, petite histoire, a travaillé 25 ans en néonat. D'accord. Et pédiatrie. Ok. Donc ma mère, elle connaît. Donc elle connaît bien. Elle est infirmière. Voilà. Elle est jeune retraitée, donc elle connaît. Et donc je sens qu'elle, elle fait attention à comment elle réagit, mais elle me dit, bon, attends, ça veut rien dire, c'est peut-être juste temporaire. Et je lui dis, par contre, maman, là, faut que j'aille la voir. Et j'ai vu que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je peux pas répondre aux gens. Est-ce que tu peux annoncer, toi? Il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. C'est mon rôle de grand-mère. J'appelle tout le monde. Je dis, par contre, je leur dis bien que, pour l'instant, c'est un peu compliqué.
qu'elle est pas avec moi, que je sais pas trop ce qu'elle a, mais je les fais pas paniquer quand même, hein. Oui. Non. Bon. Et donc, elle l'annonce à tout le monde. Et donc, je descends voir Emma en réa. Et en fait, j'ai pas été accompagnée non plus là-dessus. Okay. J'ai appris il y a pas très longtemps que j'aurais dû descendre en fauteuil. Oui, mais oui, moi, je descends debout. Tout à fait. Ok. Ouais. En fait, on m'a dit, vous pouvez descendre, mais on m'a pas dit comment. Mais moi, je peux pas deviner. Oui, parce que oui, si on te dit pas, voilà. Vous avez la possibilité qu'on vous accompagne, oui, tout à fait. Donc, je suis descendue à pied. Et ça, je l'avais jamais dit. Je l'ai raconté il y a pas très longtemps à ma mère et à ma belle-mère. Et là, elles m'ont regardée horrifiée et elles m'ont dit, mais tu risques une descente d'organes. Mais bien sûr. Bon, voilà. Donc, quand j'avais fait après mes examens, normalement, j'étais pas là-dedans, mais oui, mais bon, le risque, combien même, le risque existait, quoi. Voilà. Et donc, je descends en réa. Bon, je suis pas en super forme, mais je suis tellement portée par l'adrénaline de devoir la voir. Et puis là, je franchis des portes, des codes. On me fait parler dans un micro. Vous êtes qui, machin. Et là, j'arrive. Je suis hyper bien accueillie. Oh là là, vous avez des cheveux magnifiques, comme votre bébé. C'est pour ça qu'elle est aussi belle et tout. Oh venez, on va vous la présenter et tout. Et bon, par contre, là, il faut mettre une petite blouse et tout. Il faut bien se laver les mains. C'est les protocoles de l'AREA. Et là, en fait, je me retrouve face à un bébé qui a des lunettes à oxygène. Comme elle a une petite tête, il a fallu le sangler les lunettes pour pas qu'elle tombe. Donc en fait, elle a un espèce de masque qui lui recouvre tout le visage. Et en fait, je ne vois pas son visage. Et je vais dire quelque chose de dur, mais quand je me suis retrouvée face à cette chambre, j'ai eu du mal à rentrer. Parce que je voyais les appareils. Et pourtant, j'avais vu des tas de bébés avec des appareils. Et je m'étais dit, je vais y arriver. Sauf que là, c'est ma fille. Ouais, ça n'a pas le même... Non, ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact. C'est ça. Et mon mari, ça fait déjà 2-3 fois qu'il rentrait. Donc lui, il rentre en mode normal. Et lui, il rentre, il est à côté d'elle et puis il me dit, tu rentres pas? Et en fait, moi, j'ai eu cet instant où j'ai regardé le berceau et j'ai regardé l'affichage parce qu'il mettait le prénom des bébés devant les portes. Donc, il y a écrit Emma. Et là, je regarde l'écriteau et en fait, je me dis, la seule chose qui me prouve que c'est ma fille, c'est parce qu'il y a l'écriteau. Parce qu'il y a le prénom. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qui me prouve que c'est réellement ma fille? Parce que finalement, je l'avais quasiment pas vue. Et là, j'ai un bébé qui a un masque sur la tête. Mais je sais pas, on m'a peut-être menti, c'est peut-être pas la mienne après tout. La mienne, elle est peut-être dans une autre chambre où on s'est peut-être trompé. Enfin. Oui, du coup, tu t'es posé ces questions-là à ce moment-là. Cette question, elle m'a traversé l'esprit à ce moment-là et ça a été très dur pour moi de le reconnaître après plus tard. Il m'a fallu des séances de psy et tout pour bien sûr, arriver à le verbaliser et même le dire à mon mari tout simplement. J'ai eu un instant où je me suis demandé si c'était ma fille. Donc je rentre et là après quand je rentre et que je lui touche la main, là c'est une évidence. Mais il faut que je la touche pour ça. Tu puisses avoir ce contact avec elle. Je la touche et là c'est affreux de devoir demander l'autorisation pour faire un bisou à son bébé. C'est mon bébé. Bien sûr. C'est moi qui l'ai porté, c'est moi qui lui donne la vie. Et en même temps, est-ce que je lui donne si bien la vie que ça? Elle est en réa. Je suis partagée par tous ces sentiments-là. Je lui donne la vie, mais enfin, dans quel état elle est, quoi. Enfin, je sais pas trop. Oui, il y avait un peu de culpabilité quand même à ce moment-là aussi. En fait, c'est toute ma grossesse, j'étais un bébé trop petit, elle était pas si bien faite dans mon ventre. Et puis j'accouche et elle respire pas correctement. Enfin, j'ai rien fait de correctement en fait. Alors si, t'as fait tout ce qu'il fallait. T'as fait tout ce qu'il fallait, malheureusement. C'est vrai à ce moment-là, ça prend cet impact-là, mais toi, t'as fait tout ce qu'il fallait et pendant la grossesse et après. C'est juste que voilà, ça s'est passé comme ça. C'est ça. Mais ça, il m'a fallu du temps. C'est le temps. Après, ça se chemine après. Le temps de l'accepter, il faut du temps. Oui, il m'a fallu un an et demi. Pour accepter cette naissance. Et pour pouvoir en parler aujourd'hui. C'est normal. Et donc voilà, du coup, je demande l'autorisation, donc on me dit bien sûr, mais essayez de faire plutôt sur le dessus de la tête, pas trop au niveau du visage, pour les bactéries, les microbes, le Covid. Mais oui. Parce qu'on est Covid encore. Sur ce fameux Covid là. Encore. Et là, en fait, je me dis, mais c'est pas possible. Nous sommes en réanimation. C'est Covid. On va jamais s'en sortir de cette histoire. Je me dis, mais jusqu'au bout, le Covid va nous casser les pieds, quoi. Allez, et c'est quand je lui fais un bisou sur le dessus de sa tête, je sens son odeur et il y a un truc.
Et c'est là, je me dis, oui, c'est ma fille. Et là, voilà, l'écriteau, le bébé dans le berceau, là, ça prend du sens. Ouais. Mais vraiment, il a fallu ce contact. Et là, tu t'es dit, oui, je suis sa maman. Oui, quoi. mais complètement. Ouais, là, ça a pris sens. Mais voilà. Et là, je lui ai parlé. Et là, j'ai pu lui parler avec toute la douceur dont j'étais capable, par son prénom, ma fille, machin. Et j'ai essayé de lui expliquer avec le peu d'infos que j'avais. Ouais. Et puis, après, ils nous ont fait sortir Oui. pour nous expliquer un petit peu que voilà, elle avait du mal à respirer et qu'ils allaient faire des examens pour voir s'il n'y avait pas une malformation quelque part, parce qu'ils pensaient qu'elle allait reprendre, mais qu'en fait, là, ça faisait déjà plus de 5 heures et qu'en fait, elle avait tendance à chuter. L'oxygène avait l'air de pas être assez suffisant. C'était à surveiller. Le jeudi se passe, ça se dégrade. Ouais. On le voit, hein, la saturation est pas bonne. Donc moi, je connais un peu le fonctionnement des appareils. Donc mon mari commence à découvrir du coup, donc il pose des questions. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est bien. Lui, il a besoin de comprendre. Bien sûr. Il est technique, lui. Lui, il faut qu'il comprenne des appareils et tout. Et on commence un peu nos premiers traumatismes de les appareils qui sonnent. Oui. Les chambres d'à côté, le sien. Ça sonne, les bips. Ouais, c'est ce que disaient des parents, effectivement, en réa-néonate, c'est que c'est les bruits, en fait, des machines, c'est perturbant. Et là, moi, j'essaie vraiment de me dire, voilà, là, on est dans un truc complètement déshumanisé, c'est des machines, il y a rien qui est à nous. Donc, il m'avait proposé de ramener un lange avec mon odeur. Donc, il m'avait dit, vous dormez avec le lange et vous le ramenez quelques heures après, on lui met sous sa tête. Donc, il y avait le lange. Et je leur dis, est-ce que je peux ramener autre chose? Je sais qu'il faut que ce soit propre, qu'il faut que ce soit stérile. Mais moi, j'ai besoin qu'elle ait un truc de la maison. Et donc, il y avait à ce moment-là, mon frère lui avait acheté la tortue veilleuse, là. Les bruits blancs, les bruits de la mer. Et je leur demande, est-ce que pour, de temps en temps, un peu camoufler ces petits bruits et avoir un truc un peu plus cocooning, je peux ramener cette veilleuse? Et je lui dis, par contre, il y a un peu de tissu. Et là, ils me disent, oui, on la mettra juste pas dans son berceau, on la mettra au-dessus de son berceau. Il me dit, comme ça, il y aura quand même les petites lumières, la petite musique. Et donc, j'appelle mon frère et je lui dis, s'il te plaît, ramène-le-moi à l'hôpital et tout. Donc, il croise mon mari sur le parking parce que, bien sûr, la famille ne peut pas rentrer. Bien sûr. Parce que déjà. Et puis, et parce que Covid. Oui. Donc, double raison de pas venir. Donc, on a croisé du monde sur le parking de l'hôpital. Voilà. C'est le lieu de rendez-vous. Ça a été le lieu d'échange et de rencontres, de fringues, de trucs, de bouffe, de petits bisous, de petits comment vas-tu. C'est l'adaptation. Constante. Mais les proches, ils le font. Oui, bien sûr. Ils sont là. Ils comprennent l'urgence. S'il faut faire une demi-heure de route, parce que du coup à l'époque mon frère fait une demi-heure de route en sortant de son boulot à lui, il travaille à l'hôpital. Il y a une demi-heure de cet hôpital-là. Il arrive parce que lui il est infirmier aussi. Famille d'infirmiers. Donc il m'amène la tortue, on l'installe et là ça se dégrade. Le vendredi matin, on arrive dans la chambre et là on sent une ambiance. On sent une ambiance. Et on nous regarde et je sens il y a des discussions et là j'arrive dans la chambre de ma fille et là je pousse un cri. Parce que ma fille est sous une lumière bleue. Elle est intubée. Et son corps tremble. Mon mari se précipite. Et là, l'infirmière, elle le stoppe, elle lui dit ne la touchez surtout pas, c'est normal. Et moi, je crie, moi, je lâche mon sac et je fais Emma! Et là, en fait, ils arrivent et ils nous sortent de la chambre et ils s'excusent, et grosse erreur de leur part. On vous attendait, en fait, on voulait pas que vous la preniez tout seul. On devait vous l'expliquer. Mais pas par téléphone, fallait qu'on vous voie en face. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on me dit, écoutez, Emma, ça va pas trop. Du coup, on a été obligé de l'intuber parce que elle a manqué d'oxygène. Finalement, en fait, avec le masque, c'était pas assez. Donc, j'apprends que ma fille a manqué d'oxygène. Et que là, elle est prévenue. Que là, elle est intubée. Et qu'en plus, comme l'intubation ne suffisait pas, ils l'ont même mis sous un espèce de truc pour essayer de stimuler les valves pulmonaires. D'accord. D'où la lumière bleue pour chauffer, parce qu'en plus, elle fait de la jaunisse. Donc, il y a la lumière pour la jaunisse, il y a les trucs pour stimuler les poumons, l'intubation. Et là, en fait, je la regarde et je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment est-ce possible qu'on en arrive à là? Et là, le médecin me dit, on ne sait pas pourquoi. Pas d'explication. Pas d'explication. Mais je le sens, eux, ils sont complètement démunis. Et de ce fait, je suis démunie. Et là, on me dit, si vous voulez, vous pouvez rencontrer la psychologue.
je sens que c'est la seule solution qu'ils ont à me proposer. Vous pouvez voir la psychologue. Donc sur le coup, je lui dis oui, non, oui, je sais pas, je vais voir. Ouais, un peu perdu face à ça je aussi. Je suis dans l'annonce du truc. Ouais. Faut accueillir déjà avant de pouvoir dire oui, je vais prendre une décision pour voir la psy en fait. Ouais. Là, on appelle nos parents parce qu'en fait, la veille, ma mère m'avait dit tant qu'elle est pas intubée, ça va. Donc j'appelle ma mère en pleurs et donc je lui dis Emma est intubée. Et là, je sens le grand vide derrière le téléphone. Donc je lui dis dis-moi quelque chose. Oui. Et là, elle me dit je sais pas quoi te dire. Oui, elle non plus. Non. C'était. Et là, c'est ouais. Mes beaux-parents, pareil. Ouais. Donc compliqué aussi. Et en fait, ça qui est compliqué, c'est nous de le vivre. Et en plus de l'annoncer. De l'annoncer aussi aux proches. Ouais. Parce qu'on peut pas ne pas le dire aux grands-parents. C'est difficile. On est proche de nos parents, donc bien sûr. Voilà, c'est notre soutien. Ils sont concernés, ils sont sur le qui-vive aussi à chaque heure de la journée. Bien sûr. Enfin, eux, leur vie, elle s'est stoppée aussi à ce moment-là. Enfin, voilà, mon beau-père qui avait posé sa journée du lundi en pensant que sa petite fille allait arriver le lundi. Bon, il était déçu, elle est pas arrivée le lundi, mais jusqu'à ce que j'accouche, voilà, il était sur son téléphone et m'arrive. Et plus tard, quand il nous a raconté, ma belle-mère, elle nous racontait au travail ce qu'ils bossent ensemble. Ouais. Il a pas bossé, hein. Il passait son temps sur son téléphone. Les collègues se moquaient de lui demandaient mais il a un problème. Et alors elle était là, non, il va être grand-père. C'est un cheminement aussi. C'est ça. Oui. Hein. Et du coup, on sent, oui, que l'émotion, elle est là. Et du coup, c'est ce que je disais des fois. Non seulement de l'intégrer nous, c'était dur, mais ce qui était encore plus dur, c'était de leur dire. De leur dire aussi, ouais. Et eux, du coup, devaient contrôler leurs ressentis, leurs émotions face à nous. Et puis, là, on attend. Donc, on est à côté d'elle. Je continue à tirer mon lait. Alors, puis ce jour-là, du coup, je me rends compte que mes seins, c'est une catastrophe. J'ai mal. Ça va pas. Et donc, l'équipe de réa a été formidable. Ils ont fait venir une conseillère en lactation. Super. Qui m'a examinée, qui m'a donné plein de conseils. Elle m'a fait commander un tire-lait que j'ai eu le lendemain même. Adapté. Des bonnes pétrelles, elle m'a pris mes tailles et tout, elle m'a donné plein de conseils. Un vrai accompagnement, là. Complètement. Elle m'a rassurée, elle m'a filé un numéro et elle m'a dit moindre question. Super. Et elle a sauvé mon allaitement. Parce que du coup, je tirais à heure régulière. L'équipe de réa faisait en sorte de fermer la porte, de me laisser mon intimité. Quand j'allais le faire, je prévenais, machin. Enfin, voilà. C'était très, très respecté. Et ça a été génial. Ouais, ça c'est super. Ça a été poursuivre en fait. Complètement. Et c'est comme ça que j'étais maman. Parce que du coup, avec toutes ces machines et toutes ces annonces et le bébé intubé, et en fait, du coup, pour être intubé, le bébé, il faut qu'il soit sédaté. Et comme Emma, une sédation, c'était pas assez, ils lui ont mis 2 sédatifs. Donc en fait, elle dormait. Oui, elle dormait beaucoup là pour le coup. On faisait que ça. Et donc ils nous ont dit, on vous prévient, ça peut être impressionnant, mais votre fille ne va pas avoir de réaction si vous lui parlez. Mais vous inquiétez pas, elle vous entend, mais elle est sédatée. Ah, ma fille, elle a 2 jours, quoi. Ça, c'est violent. Ça, c'est dur à encaisser aussi à ce moment-là. C'est super dur. Et du coup, je pleure beaucoup. J'essaie de pas trop pleurer devant elle. Mais et c'est là que la réa est assez formidable et que les choses sont bien travaillées et on sent que c'est des services qui sont pensés dans leur globalité. Moi, j'ai pas de reproche à faire à l'équipe soignante. Aux médecins, oui, de leur manière de parler, dans leur annonce, mais à l'équipe soignante, non. Parce que du coup, ils nous ont intégrés dans tous les soins. Ils nous demandaient quand vous pensez revenir vers quelle heure, parce que du coup, on va faire la toilette à telle heure. Ok, on sera là. Et du coup, on faisait des toilettes. Alors, des toilettes au coton, parce qu'on pouvait pas donner le bain. Oui. Mes premières toilettes, c'est nous qui l'avons donné. Et on le fait à 4 mains. Mon mari à droite, moi à gauche. On fait en même temps, on lui parle en même temps. Et puis de vous intégrer aussi vous en tant que parent, en fait, prendre votre place de parent à ce moment-là aussi. Et on a commencé aussi les petits premiers massages finalement, instinctivement. Super. Parce que du coup, on n'avait pas encore fait de séance de massage, mais on avait ses petits pieds et en fait, elle était piquée aux pieds pour des prises de sang. Et en fait, du coup, pour lui soulager, moi j'avais besoin de penser après la douleur qu'elle avait pu avoir, même si elle avait pas de réaction. Et donc, on lui massait les pieds après les piqûres. Et mon mari, il aimait bien.
Ouais, Ça, c'était le petit truc, ça. voilà, qui fait que, Ouais. voilà, J'ai une photo magnifique. Il a le masque qui est tombé. Il n'a plus rien à carrer, lui, du masque. Elle est, bon, bah, voilà, elle est sédatée, donc Bien elle sûr. dort. Mais lui est là avec ses petits pieds, puis il est concentré, puis il lui parle en même temps. Génial. Et cette photo, elle est magnifique. Mais bien sûr. Parce que je me dis, voilà, un peu de son rôle de parent, il avait quand même commencé là. Ouais. On était quand même parents. C'était difficile. Moi, c'était à travers mon l'allaitement. Oui. Mon tir allaitement, du coup. Du coup, je disais un allaitement par procuration, j'appelais ça. Parce qu'entre le tir allaitement et la sonde alimentaire, il y avait beaucoup d'objets entre nous quand même. Mais bon, voilà, ça t'a permis d'être vraiment pleinement dans ton rôle de maman. Oui. Et ton conjoint, c'était, voilà, par ces petits massages, c'est génial. Et du coup, je tirais mon lait en sa présence, d'Emma. Elle était avec moi, donc je lui parlais. Donc je lui expliquais. Génial. Là, je te prépare à manger, chérie. Et donc après, quand tu lui injectais le lait dans la sonde, j'étais là aussi, je la regardais faire. Et moi, j'ai eu besoin de beaucoup lui verbaliser. Donc tout ce qui se passait, je le disais, je le racontais. Si bien qu'un jour, je me rappelle, un médecin lui fait passer une écho devant moi. Et je lui explique à Emma. Et le médecin regarde, il me dit, oui, enfin, elle a l'habitude, c'est là, je sais plus combien. Je lui dis, et très bien. Et là, il me regarde et il me dit, OK. Et en fait, j'ai pas à justifier. Bien sûr. Et puis, c'est pas normal de faire une écho. C'est pas un acte de la vie quotidienne, en fait. Bien sûr. Son quotidien, c'est pas censé être ça. Il y aura une vie après. Mais oui. Sans écho. Sans écho. Ouais. Voilà. Et bon, le problème de ce vendredi-là, c'est que bon, voilà, du coup, l'allaitement se remet en place plus facilement. Ça, c'est le côté positif. Oui. Mais vers 22h, notre vie rebascule. Okay. Et un médecin arrive, visage fermé. Ouais. Elle se plante devant nous. Et je vois, elle n'arrive pas à parler. Elle cherche ses mots. Ouais. Et là, je regarde mon mari. Et là, dans ma tête, je vrille. Et là, je me dis, elle va m'annoncer une dinguerie. Et là, elle s'en mêle un peu. Elle me dit, on comprend pas. On suspecte une malformation cardiaque. Mais à l'hôpital, on n'est pas assez pointu. Il faut qu'on l'envoie à Paris. Et je lui dis, à Paris. Quand à Paris? Oui. Et là, elle me dit, j'ai appelé l'ambulance. Elle devrait pas tarder. Hein? Tu m'annonces à 22h que ma fille part en ambulance? Nouveau choc. Mais oui. Ouais. On peut pas me le dire plus tôt. Et c'est ça que j'ai beaucoup à reprocher, ça a été toujours de me l'annoncer tout de suite. Oui, sur le fait accompli, en fait, où t'as pas le temps de réagir et. Mais c'est ça. Ou au moins de t'y préparer, en fait. Exactement. C'est ça. C'est parce que du coup, elle m'annonce ça. Et en fait, un quart d'heure après, sans mentir, l'ambulance arrive. Bah ouais, c'est quand même, c'est un choc, c'est un peu violent. Cette soirée-là, ça a été d'une violence inouïe. Ouais. Parce que du coup, le médecin nous dit, vous avez deux possibilités. Oui. Soit monsieur, vous montez dans l'ambulance avec le bébé, vous l'accompagnez, soit vous suivez l'ambulance en voiture, parce que il peut se passer deux choses arriver sur l'hôpital parisien. Soit on découvre une malformation et votre fille reste là-bas. D'accord. Parce que du coup, il faudrait qu'elle soit opérée tout de suite. Ah ouais, ok. Là, tu m'annonces que genre demain, elle peut se retrouver sur une table d'opération, elle a 3 jours. Nouvelle bombe. Elle est intubée, tout va bien. Oh, et là, je me dis, mais non, où on va, quoi? Enfin, et ou alors, on découvre rien et vous revenez. Okay. Alors, du coup, là, faut réfléchir, faut prendre une décision tout de suite, là. On fait quoi? Bon, moi, j'étais encore hospitalisée parce que j'avais demandé une journée de plus. Oui. Et du coup, j'étais encore en mater. Donc, moi, du coup, de ce fait, j'étais éliminée de l'équation. Je pouvais pas bouger. Du coup, t'étais de toute façon bloquée dans l'hôpital. Bloquée à la maternité. Parce qu'au début, je leur dis, ben non, pourquoi le père? Je vais y aller. Madame, vous êtes encore hospitalisée. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et j'avais fait la demande le matin même. Oui, parce que je me suis sentie bloquée du coup. Parce que tu t'attendais pas, en fait. Non. On t'a pas préparé à ce moment-là et tu t'es pas forcément préparé à ce que ton bébé soit transféré. Parce que moi, je voulais rester le plus longtemps possible dans les mêmes locaux qu'elle. Ouais, bien sûr. Donc, comme on n'avait qu'un étage de différence, je m'étais dit, je reste une journée de plus en mater. Et puis, parce qu'eux, ils ont voulu me virer au bout de 2 jours. Parce que j'avais pas mon bébé avec moi. Donc, j'étais pas intéressante. Donc, accompagnement de la mater, nul. Ouais. Sur l'allaitement, sur mes médicaments, sur mon suivi d'hospi. La réponse à ça, ça a été, oui, mais on vous voyait pas. Super. Mais écoute, j'étais pas loin. Voilà. Ah, bah oui. Dans un autre service, mais tu alors, étais là. À part mettre la mater au même étage que la réal, je sais pas ce qu'on peut faire de plus, hein. Il y avait juste un escalier à prendre. Il y avait 3 marches à franchir. Enfin, je pense que ça va aller quand même pour retrouver la maman. Un coup de téléphone, madame, remontez, enfin. On vous examine. On a votre plateau repas, votre médicament, Ça paraît logique, quoi. Ah non, mais c'était vraiment...
Et du coup, donc là, du coup, le SMUR arrive. Oui. Et là, équipe de 3 monsieur qui débarquent, ils ouvrent la porte, doucement, hein. Oui. Ils ont ouvert la porte, mais c'est impressionnant. Moi, je me rappelle de cette présence physique, ces 3 grands monsieur. Ils me disent bonjour, vous êtes la maman, bonjour, vous êtes le papa, bon, c'est Emma. Et là, l'infirmière qui raconte toute la vie d'Emma, oui, là, les constantes, le machin, le truc. Et moi, je suis sur le côté. Et je suis plus là. Parce qu'en fait, bah ouais, je suis la maman, mais en fait, là, dans cette histoire, j'ai rien à dire. Parce que, bah, ce qui se passe ne m'appartient pas. C'est, je le subis. J'ai pas de main mise sur quoi que ce soit. Moi, à part donner mon lait, en fait, oui, l'entourer de mon amour, mais en fait, là, d'un point de vue médical, technique, moi, je sers à rien, en fait, là. Je suis à côté. Et donc là, on nous dit, bon, alors, comment on s'organise? Et donc, mon mari avait décidé de monter dans l'ambulance avec elle. En fait, je voulais pas qu'elle se retrouve toute seule dans cette ambulance. Enfin, elle n'est pas seule, il y avait le médecin. Bien sûr, mais c'est pas avec pareil. Un des 2 parents. C'est ça. Et donc, il avait appelé son père juste avant, il lui avait dit la situation. Et mon beau-père avait dit, écoute, si jamais Emma est hospitalisée à Necker, à l'hôpital de Paris, je viens te chercher. Ok. On te prendra des affaires. Et il lui dit, mais attends, papa, ça va être la pleine nuit. Je peux t'appeler à 2h du mat. Et il lui a dit, tu m'appelles à 2h du mat. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça beau parce qu'on s'est senti épaulés, entourés. Et on s'est dit, peu importe l'heure, on appelle, ils sont là. Parce que c'est quand même Paris. Il y a quand même 45 minutes de route. Mon beau-père lui a dit, t'inquiète, en pleine nuit, 30 minutes, c'est fait. C'est bon, c'est pas si loin. Alors qu'en temps normal, on se dirait, il y en a pour 1 heure et demie de route. Mais là, voilà, c'était cas de force majeure. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était vous épauler. C'était leur façon de vous soutenir et vous épauler, en fait, ils savaient que c'était la seule chose, entre guillemets, qu'ils pouvaient faire, c'était ça, mais donc ils le faisaient. Donc du coup, tous les grands-parents sur le qui-vive, vous nous appelez. Donc personne n'a dormi cette nuit-là. Ouais, oui, C'était 2h du matin quand ils sont partis à l'hôpital. Ouais. Donc moi, je m'effondre. Je m'effondre physiquement, psychiquement. Je m'assois par terre, adossée contre le mur. Les infirmières viennent me relever parce que je pleure. Et mon mari m'a décrit cette scène de son point de vue à lui. Il m'a dit, ça a été affreux. Tu m'as demandé de partir avec elle. Ouais. Et quand on a franchi le couloir, donc au moment où tu as arrêté de nous voir, je t'ai entendu t'effondrer. Et j'avais toi d'un côté et Emma de l'autre. Mais tu m'avais demandé de rester avec elle. Donc je ne me suis pas retournée. Mais je n'étais pas là pour toi. Et ça, lui, il a hyper mal vécu. Après, je lui ai dit, j'aurais voulu qu'on fasse autrement. Il m'a dit, non, quand j'y repense, il n'y avait pas d'autre manière de faire. C'était elle. Donc il fallait être avec elle. C'est elle qui n'allait pas bien. Il a dit, mais toi, tu t'es retrouvée seule dans ce couloir, quoi. Je lui ai dit, j'étais pas seule. Il y avait des infirmières et elles m'ont énormément épaulée. On a discuté pendant 1 heure. Ouais, elles ont été là, elles t'ont quand même bien soutenue à ce moment-là. Ouais, au milieu de la nuit. Super. Et du coup, après, j'ai retiré mon lait. Oui. Et en fait, je suis restée dans la chambre d'Emma. Je l'ai attendu. Tu l'as attendu. J'ai attendu le coup de téléphone qui me disent on revient ou on revient pas. 3h du matin, mon mari m'appelle et me dit on revient. Il y a rien. Et là, je pleure de joie. Bien sûr. Et je dis c'est les montagnes russes. Ah ouais, mais tout le temps. Et la réa, c'est que ça. La réa, c'est ça. C'est que ça. Ouais, sans arrêt. Montagnes russes. Dans la même journée, on vit 3 émotions différentes. Et fortes. Impressionnant. Des émotions très fortes. C'est fort. Hein. Et c'est épuisant. Ouais. Et donc là, j'attends qu'il revienne, du coup, que le SMUR revient. Et là, je me rappellerai toujours ce médecin, il me regarde et il me dit, vous êtes encore là, vous? Et je la regarde et je lui dis, j'attends ma fille. Il me fait un sourire et il me dit, mais vous savez, une maman s'adore aussi. Et là, je lui dis, oui, quand elle sera sortie de cet hôpital. Et il m'a dit, d'accord. Donc, il la réinstalle et tout, ils repartent et mon mari me raconte cette expérience dans le SMUR que moi, je m'imaginais affreuse. Et ben, lui, ça a été un de ses souvenirs les plus marquants, mais en bien. En bien, ok. Parce qu'en fait, pendant le trajet, dans la ville, il y a des dalles et du coup, ça secoue un peu le camion. Et en fait, la respiration d'Emma, elle s'est reboostée. Elle s'est reboostée. Ouais. Okay. Et en fait, dans le trajet pour aller à l'hôpital de Paris, Emma a recommencé à respirer un peu mieux. Mieux. Il a baissé les demandes en oxygène. Incroyable. Incroyable, hein. Alors après, il lui a dit, des fois, ça fait ça et puis ça rechute. Mais il a fait l'aller-retour et la demande en oxygène était moins élevée.
Ça a été le positif. Alors ce trajet-là, on s'est dit, waouh, ouais. Est-ce que le trajet a été salvateur? On ne sait pas. Elle rentre, on va se coucher. Le lendemain matin, on revient en réa, donc on dort très peu, hein. Oui, oui, je comprends. Parce que je retourne me coucher, je retire mon lait, hein, aussi, oui, précision. Aussi, oui. Et là, le lendemain, voilà, nouveau médecin, le médecin du week-end, qui nous dit, faut que je vous prenne en entretien. Je me dis, mais c'est pas vrai, ça. Là, mon mari me dit, tu crois qu'il va nous dire quoi? Et là, je regarde et je lui dis, vu sa tête. L'anticipation vis-à-vis complètement, du visage. Tout le temps, moi. Voilà, on s'imagine tellement de choses. Et lui, il me dit, mais t'interprètes. C'est parce qu'à force de voir des médecins, il dit, ils sont pas expressifs. Peut-être qu'il a un doute. Il essaye. Un truc sympa à nous dire. Il essaye de relativiser. Mais parce que lui, il reste dans le Emma, elle respirait mieux. Et lui, mon mari, là, à ce moment-là, il a une conviction. Emma, ça va aller. Et parce qu'il a fait le trajet, et je pense qu'il a ce truc-là, il arrive à s'y accrocher. Moi, c'est plus mitigé, quoi. Bah, moi, elle est toujours intubée, hein. Je vois un bébé intubé, qui est toujours en train de dormir. Enfin, bon. Et là, il nous dit, écoutez, je voudrais remettre les choses au clair avec vous, être sûr que vous avez bien compris la situation d'Emma. La situation de votre fille est préoccupante. Ok. Et là, il nous dit, le week-end est décisif. Et là, je m'ai pleuré. Et je lui dis, vous êtes en train de me dire qu'elle le passe ou elle le passe pas. Elle me dit, ça, ce sont vos mots à vous. Mais concrètement, est-ce qu'on peut nous expliquer ce que ça veut dire? On s'arrête là, voilà. Lui, son discours, il est là. Et moi, je me fâche ce jour-là. Parce que du coup, il m'annonce qu'en même temps, sans m'en parler avant, ils m'ont fait faire un cariotype. D'accord. Ok, donc sans vous consulter. Ouais, en fait. Alors on me dit que j'ai signé les papiers, donc je les ai peut-être signés effectivement à un moment donné, mais je me rappelle pas le que souvenir, c'était ça. En fait. Non, parce que j'avais signé pour le test du Guthrie. Oui. Et apparemment, il y avait ce papier-là avec. Ouais. Et moi j'ai tout signé, et voilà. Donc on a fait Et là je me fâche parce que je leur dis, on a déjà fait. Quand j'ai fait mon amniosynthèse. Bien sûr. Ah, vous avez fait l'amniosynthèse, madame? Bah ouais, mais c'est le 5e médecin que je rencontre. Et là, je lui dis, mais vous lisez pas les dossiers? Je me rappelle pas que c'était écrit. Et donc, là, je lui raconte, j'ai fait ma grossesse à l'hôpital Temps à Paris, machin, j'ai été suivie par le professeur machin et tout. Bon, bah écoutez, le cariotype confirmera les examens de votre grossesse. Ouais, mais tu l'as piqué encore. Bah oui, encore une fois. Mais monsieur, tu l'as encore piqué en fait. Alors pour toi, c'est rien, mais pour moi, c'est trop. C'est trop, Et là, on retourne voir Emma, mais on est... Et puis il me dit, bah retournez pas la voir tout de suite, prenez le temps de respirer, lui transmettez pas votre angoisse. Oh, la culpabilité. C'est énorme quand même. Je sais pas quoi faire. Les discours comme ça sont... Et en fait, je lui dis, mais je peux pas passer devant la chambre de ma fille et ne pas aller la voir. Bon bah juste un petit bisou alors. Ce que je veux aussi. Il y a un moment donné, je fais ce que je veux dans cette histoire. Puis tu es la maman. C'est ton enfant, tu peux décider aussi en fait. C'est ça. On va lui faire un bisou, on va prendre l'air. On rappelle nos parents. On décharge. Et là, on décide d'aller manger tous les deux, je crois. On prend un peu de distance et tout. Et on revient l'après-midi. Et là, l'après-midi, elle a plusieurs prises de sang. Ok. Et là, elle a du mal à la piquer, l'infirmière. Et Emma a des réactions. Et je lui tiens la main à ce moment-là. Elle me serre le pouce. Et là, je dis, elle me serre le pouce. Je suis émerveillée. C'est la première fois. C'est la première fois qu'Emma a une réaction avec moi, enfin, parce qu'elle est sédatée. Et l'infirmière me dit, par la cuillère me dit, oui, ça doit être un réflexe de Malraux, hein, parce que elle est sédatée, rappelez-vous. Et je la regarde et je lui dis non, elle m'a serré le doigt. Et là, Steve, il la regarde et il lui dit, laissez-nous penser qu'elle lui a serré le doigt. Oui. Parce que nous, en fait, on a besoin de ça en tant que parents. On a besoin que notre fille ait une réaction avec nous. On vient de nous annoncer que le week-end était décisif. Laisse-moi avoir eu un moment de vie avec ma fille. Je sais pas ce qui va lui arriver là. Et là, en fait, je suis devant elle et dans ma tête, je m'effondre en fait parce que je me dis, et si elle ne survit pas? Tout ce qui s'est passé, tout ce chemin parcouru,
tout ce que je lui ai apporté, tout cet investissement, tout. Enfin, c'est ma fille. Et en fait, je me vois pas repartir sans elle, là. Je me dis, c'est pas possible. La vie d'Emma ne peut pas s'arrêter là. C'est improbable. Et Steve, hier, dans le SMUR, il a vu, ça allait mieux. Enfin, et Steve, il le dit au médecin. Et il lui dit, oui, mais ça, en gros, il éjecte un peu l'épisode. Ouais, l'épisode du SMUR, pour lui, ça compte pas. Mais pour Steve, ça compte. C'est passé un truc. Et moi, du coup, je me rattache à ça. Je me dis, lui, il croit. Alors moi aussi, j'y crois. S'il faut que je m'accroche à un truc. Je peux pas juste rester là et me dire, tu survis ou tu survis pas à ce week-end, quoi. C'est long, hein, 2 jours. Et là, le dimanche, on nous propose le premier pot à pot. Oui, c'est la question que je me posais, en fait. Il était pas encore arrivé parce qu'Emma était trop fluctuante dans ses... D'accord. Et le dimanche, elle est un peu plus stable. Résultat du trajet en SMUR, je pense. Parce que le samedi, déjà, elle était plus stable. Mais il préférait attendre une journée de stabilité pour pouvoir proposer. Parce que c'est un peu risqué. Parce qu'en fait, pour le pot à pot, il faut la débrancher pendant 2 secondes. Pour faire passer les fils autour du parent. Donc, c'est risqué. Donc, il faut être hyper rapide. Que tout le monde soit prêt. Il faut qu'il y ait 1 ou voire 2 soignants. Il faut les 2 parents. Enfin, voilà. Il y a toute une mise en place. Et là, donc, du coup, ils nous regardent et ils nous font, par contre, on pourra le faire qu'avec un seul parent parce que ça va être épuisant pour elle. Quel parent va le faire?